Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bienvenue à l'émission Un candidat, un programme qui rentre dans le cadre du double scrutin du 22 novembre prochain. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous le candidat à la présidentielle au compte de l'ex-parti au pouvoir, le CDP. Il s'agit naturellement de monsieur Wen Venem Hyacinthe Edi Constance Kombo-Ego. Avec lui, comme avec les 12 autres candidats, nous allons passer en revue son offre politique pour les 5 ans à venir, de quel contrat est-il porteur pour les Burkinabés, en quoi son offre de l'expert comptable agréé auprès des cours et tribunaux du Burkina fera la différence d'avec les autres. Lui, l'homme d'affaires et l'ancien député dont le mandat a été écourté à l'issue de l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui se présente aujourd'hui, en quoi est-ce qu'il fera la différence? Et pour le savoir, je suis ce soir en mode co-animation avec Ruth Bini Ouattara, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Bernard. Bonsoir Monsieur Kombo-Ego. Bonsoir. Voilà, merci. Ensemble, donc, nous disons bonsoir et bienvenue à Monsieur Kombo-Ego. Et pour commencer, nous allons commencer par les questions sécuritaires et l'honneur revient à Ruth Ouattara. Merci Bernard. On va y aller de plein pied dans le sujet avec la question sécuritaire qui bien sûr est l'une des questions qui vous tient à cœur, Monsieur Kombo-Ego, à en juger en tout cas par vos discours lors de vos meetings. Alors, vous faites preuve d'assurance quant à la résolution de cette question sécuritaire. Est-ce qu'on peut savoir un peu d'où vous vient cette assurance? Il faut d'abord faire la différence. Ce n'est pas un sujet qui tient cœur seulement à Edi Kombo-Ego. C'est un sujet qui tient cœur à l'ensemble des Burkinabés et de la sous-région. Vous savez, ce n'est pas facile de vivre 5 ans de guerre. C'est épuisant. C'est épuisant non seulement pour les hommes, c'est épuisant pour les populations, c'est épuisant pour les militaires, c'est épuisant pour notre économie et ça freine grandement notre économie. Nous avons certainement dit que nous préférons la voie diplomatique pour résoudre et ramener la paix au Burkina plutôt que la voie armée. Parce que si nous étions capables de faire reculer les groupes armés ou les hommes armés non identifiés, au bout de 5 ans, on les aurait vaincus. Parce que c'est le choix de la gouvernance actuelle. Nous avons dit que nulle part dans le monde, les groupes armés, le terrorisme, les hommes armés non identifiés n'ont pu être vaincus seulement par les armes. Nous avons préconisé qu'il faut non seulement une armée forte, bien équipée, bien entraînée, mais il faut également un réseau de renseignement dynamique qui anticipe sur les attaques. Il ne faut pas laisser attaquer avant de réagir. Nous avons constaté pendant les 5 années de gouvernance passée qu'on attend que les groupes armés attaquent et qu'on envoie des militaires pour réagir. Le mal est déjà fait. Les victimes sont étalées. Vous ne pouvez plus leur donner la vie. Vous ne pouvez que ramasser les blessés et aller tenter de soigner. C'est triste pour notre pays. Nous avons dit qu'il faut également, au-delà de renseignement, une diplomatie active également, qui s'inspire de l'expérience des autres pays. Tantôt, il y en a qui disent, bon, ben, il faut attendre qu'on prenne des otages pour aller négocier. Nous leur disons, c'est triste. Non, il y a des morts. Il y a combien? Plus de 1500 morts. Est-ce qu'il faut attendre encore? Je dis, mais il faut aller négocier quand on est fort. Quand est-ce que vous allez être fort pour aller négocier? Quand vous allez laisser abattre 100 000 Burkinabés? Non, on va s'affaiblir davantage. C'est pourquoi il faut anticiper. Et puis aller vers identifier d'abord ceux qui nous attaquent, rechercher à savoir pourquoi ils nous attaquent et aller sur la table de négociation. Et enfin, il faut des investissements massifs dans ces zones occupées pour que nos jeunes ne soient pas tentés d'aller vers des propositions un peu maladroites pour endeuiller davantage le Burkina. Alors, vous avez parlé tantôt d'identification de ceux avec lesquels nous devons négocier, parce que vous privilégiez effectivement la voie de la négociation. Combien de temps est-ce que vous pensez que cela pourrait vous prendre pour les identifier? Parce que déjà, vous dites de prendre les devants en matière de lutte contre l'insécurité en allant vers ces personnes. J'ai dit que dès mon investiture, dès que j'aurai les rênes du pouvoir, j'entamerai cette démarche-là.
j'attendrai pas une ou 2 secondes, je lancerai un appel à ceux qui nous attaquent, leur disant que le nouveau régime est ouvert à tout échange dans la recherche diplomatique de la paix et non dans l'affrontement armé. Ce serait un appel fort. Je pense que si je lance cet appel, je serai entendu. Quand l'ancien président Ibeka a lancé d'ailleurs l'appel à la négociation, son émissaire est parti, mais la réponse a été claire. Nous sommes d'accord pour négocier à condition que l'armée française parte. Il y a ces conditions qui ont été préalablement fixées par les groupes armés. Vous, qu'est-ce que vous concédez si de telles propositions viennent également sur la table? Parce qu'il y a des moments où les préalables sont posés même avant discussion. Est-ce que l'armée française se trouve au Burkina Faso pour que je puisse demander le départ de l'armée française? Je ne crois pas. Mais au Burkina, il y a d'autres conditions qui pourraient être fixées. Il y a des coopérants, militaires au Burkina. Il y a bien d'autres éléments de la coopération qui pourraient également être mis en branle. C'est pourquoi je pose la question. Est-ce que vous avez aussi pensé à quoi est-ce que vous concédez? Je suis prêt à faire tout compromis, sans compromission pour les Burkinabés. Si ce compromis doit toucher à la souveraineté du territoire national. Vous êtes ceux qui nous attaquent pour dire que ça va toucher la souveraineté. Je ne le souhaite pas. En quoi ça va toucher la souveraineté de notre territoire? Notre territoire a été tracé. Nous ne considérons pas. Ça touche la souveraineté du territoire. Il y a des lignes rouges, même en matière de négociation. Mais il faut d'abord, faut pas anticiper sur ce que les gens que vous appelez, que on a toujours appelé groupe armé, hommes armés non identifiés. Mais il faut chercher à savoir pour quelles raisons ils nous attaquent. Mais dans toute chose, lorsqu'on sait ce que l'autre revendique, ça permet d'ouvrir les négociations. On aurait déjà fait un pas. Et lorsqu'on arrive à s'asseoir autour de la même table, 50% des solutions sont trouvées. Nous ferons l'effort pour atteindre 60-70% et que la paix revienne. Ce qui est important, c'est que la paix revienne au Burkina et que l'on puisse relancer l'économie parce que la misère attend. Les Burkinabés sont fatigués, non seulement de cette guerre, mais de ses conséquences. Voilà, justement, je comprends bien la question de route par rapport aux éventuelles concessions qui pourraient être faites quand elle parle de souveraineté du territoire, puisque vous dites d'abord, dans un premier temps, identifier qui attaque et pourquoi ils attaquent, et à ce moment-là, la négociation commence. Est-ce que vous avez une idée, pour quelqu'un qui veut briguer la magistrature suprême, le minimum c'est une évaluation terrain par rapport aux éventualités qui pourraient se poser quand on veut aller aux négociations? Vous savez, nous sommes le CDP. Le CDP a géré, gouverné le pays et n'a jamais eu d'attaque. Nous avons une certaine expérience. Comme je vous ai dit, il faut le renseignement. L'anticipation sur le renseignement. Et si on a les raisons, on pourrait ouvrir des échanges. Mais je pense savoir que la zone occupée aujourd'hui regorge de beaucoup de richesses. Même si je l'ai déjà dit sur ce plateau, de richesses souterraines, comme l'or, comme le manganèse, comme l'uranium et des indices de pétrole. Il y a, semble-t-il, déjà l'eau minérale que l'on appelle le forage Christine. Est-ce que c'est des raisons économiques? Est-ce que c'est des raisons de territoire? Est-ce que c'est des raisons personnelles? Il faut donc aller vers eux. Si vous n'allez pas vers eux, nous connaissons ce qui existe dans cette zone. Mais si on ne va pas vers ces gens, si on n'utilise pas une diplomatie active pour savoir ce qu'ils revendiquent, on ne peut pas trouver une solution. Aller vers eux suppose de savoir où ils sont et qui sont-ils. Bien sûr, parce que nous avons une diplomatie active, pas une diplomatie amorphe comme ce que nous avons constaté ces 5 dernières années. Et nous l'avons dénoncé activement, directement, en interpellant le président en place. Donc qu'est-ce que vous voulez? Nous n'allons pas écouter et nous vivons toujours la situation actuelle. Une diplomatie active qui contribue à identifier qui attaque et pour pouvoir aller vers eux, sur le plan terrain, comment est-ce que ça marche? Qui est-ce que vous allez commettre pour ces tâches-là? Quand on parle de diplomatie active, nous voulons en savoir davantage par rapport à cette situation. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Une diplomatie active. Oui. Qu'est-ce que le Burkina faisait? Demander à la Mauritanie, qui est membre du G5 Sahel, comment la Mauritanie est
s'organise pour qu'il n'y ait pas d'attaque sur son territoire. Nous n'allons pas chercher loin. G5 Sahel. Si vous cherchez à faire la lutte armée, est-ce que vous êtes prêts à prendre la tenue comme ça s'est passé au Tchad? Nous avons vu des chefs d'État s'habiller en tenue de guerre, aller sur le front, repousser les attaques. Il y a une armée au Tchad. Nous, au Burkina Faso, nous avons fragilisé notre armée. Non seulement on voulait la restructurer dès la prise de pouvoir, mais avant même la prise de pouvoir, nous avons dissous un corps qui était formé pour ce genre d'attaque de groupes armés, de terrorisme, formé pour le Sahel, pour des raisons de coup d'État, jugé où la tête, le commandement du RSP, disons-le clairement, a été emprisonné et on a réaffecté les éléments du RSP un peu partout. Voyez-vous, c'est une équipe. Quand une équipe n'a pas ces éléments conçus, c'est difficile d'être efficace. Même les éléments individuels que l'on envoie sur le terrain se font abattre parce que le commandement n'est pas, il n'y a pas eu de cohésion dans l'action. Voilà un peu ce que je veux dire. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, sous la gouvernance du CDP, le Burkina n'a pas connu d'attaque, selon ce que vous avez dit. Alors, vous savez également que sous cette gouvernance d'antan, les relations entre les dirigeants et les groupes terroristes ont été pointées du doigt et à plusieurs reprises. Mais c'est ridicule de penser que nous allons être complices. Laissons tomber même le CDP. Avant le CDP, il y avait Blaise Compaoré était là avant le CDP, dans les années 80. Thomas Sankara a été président de ce pays. Avant Thomas Sankara, je pense que c'est Jean-Baptiste Ouedraogo. Il y a eu Césaire Bo, il y a eu Maurice Dlamizana et Maurice Yameogo. On n'a jamais entendu parler de ce genre d'attaque. Est-ce qu'ils étaient autant complices? Non, il faut être honnête. Il faut être patriote. Aucun chef d'État conscient et consciencieux n'ira se compromettre dans des groupes armés pour des fins personnelles, au détriment de sa population. Encore moins le CDP. Ceux qui ont accusé le CDP de cette manière utilisaient ça pour fermer les yeux des Burkinabés. Maintenant, les Burkinabés disent, nous avons les yeux ouverts et nous allons voter ceux qui sont capables de nous ramener la paix par une autre voie. Si vous demandez aux militaires aujourd'hui, est-ce qu'ils sont prêts à aller au front? Dommage. Il y a 2 ou 3 jours, nous avons perdu 14 personnes et je m'incline sur leur mémoire. Nous avons fait une marche silencieuse à Fada, une marche silencieuse à Boulsa, pour le repos de leurs âmes. Nous avons suspendu nos sorties aujourd'hui, 14. Nous devrons être à Dori. Nous avons annulé, parce que les corps y sont. Nous serions partis nous incliner sur leur corps. Le Burkina n'a pas les moyens d'aller à une lutte armée, à un combat au-delà de 5 ans. Parce qu'économiquement, plus du tiers de notre budget est affecté au ministère en charge de la défense et au ministère en charge de la sécurité. C'est trop pour un pays déjà dit pauvre, un pays qui cherche des recettes et qui ne voit pas son budget en recettes augmenter. 5 ans durant, nous n'avons pas déplacé en recettes propres 1500 milliards. Alors que chaque année, et même cette année, l'Assemblée nationale a voté un budget de 2100 milliards, constatant déjà 600 milliards de besoins de financement. Nous sommes certains que si c'est ce même président qui est là, avec son gouvernement, nous ferons des déficits budgétaires avec tous les projets que nous avions qui ne seront pas exécutés. Votre budget de sécurité s'élève à combien? Nous voulons avoir un budget de sécurité le plus bas possible pour que nous puissions affecter l'essentiel du budget à des investissements structurants, à l'année, à des investissements économiques, à des investissements d'industrialisation pour développer le Burkina Faso.
Mais pour la première année, parce que c'est l'année des négociations, comme vous l'avez dit, c'est l'année des balises, vous l'avez déjà budgétisé à combien? Non, on ne remet pas en cause un budget qui est déjà adopté par l'Assemblée nationale. Votre budget, quand vous êtes élu, parce que vous avez un programme naturellement qui est budgétisé par secteur, devant, vous voulez savoir si je suis élu, il y a un budget qui est déjà là. L'État est une continuité. Nous continuerons l'État jusqu'au premier trimestre où nous allons relire et évaluer économiquement l'évolution du pays et réajuster les budgets en conséquence. D'accord. Alors, est-ce que dans cette lutte contre l'insécurité, vous pourriez être bénéficiaire du carnet d'adresse de l'ancien chef d'État Blaise Compaoré, dont vous présentez comme étant l'héritier? Si le président Blaise Compaoré a écrit 2 lettres au président en exercice actuellement, proposant de venir en aide, il n'y a pas de raison que le candidat qu'il soutient aujourd'hui, qui a fait l'objet d'une lettre publiée, appelant les Burkinabés, les sympathisantes et les sympathisants, les militants et les militants, les partis alliés, à soutenir son candidat que je suis, à soutenir le candidat du CDP, il refuse de nous donner son carnet d'adresse. D'accord. Oui, allez-y. Oui, Bernard, si vous le permettez, une dernière question sur la sécurité me concernant. Quels pourraient être vos rapports avec les volontaires pour la défense de la patrie et les groupes d'autodéfense? Oui, et tout cela, les volontaires pour la défense de la patrie sont venus parce que nous sommes en guerre. Koglouego, Dozo et autres sont là et se mobilisent parce que nous sommes en guerre. Mais ils étaient là avant, que ce soit les Dozo, que ce soit les Koglouego. Je souhaite que la paix revienne pour que je puisse les redéployer. Quand nous allons toucher l'aspect économie et industrialisation de notre pays, vous verrez qu'ils ont leur place. Nous allons les redéployer, aller sécuriser les sites semi-mécanisés, semi-industriels que nous allons créer pour les jeunes et soutenir pour les jeunes. Nous reviendrons là-dessus, comme vous posez la question. Nous savons que nous avons certainement cette volonté d'assurer une sécurité. Ils étaient là à l'époque, mais les Koglouego défendaient les paysans où il y avait des vols de moutons, des vols de ceci, des vols de cela. Et sans qu'il y ait de choc avec l'armée en place ou les forces de défense et de sécurité, il faut travailler à ce que ces forces de défense et de sécurité ne croient pas qu'on vient les remplacer, où il y a l'absence de confiance, une insuffisance de confiance. Et donc, je ne suis même pas sûr qu'avec cet attelage qu'ils ont aujourd'hui, ils soient efficaces sur le terrain. D'accord. Alors, nous poursuivons cette émission, un candidat, un programme, avec M. Edi Kombolgo, le candidat du CDP. Et donc, nous allons parler de réconciliation nationale maintenant, Ruth. On va parler de réconciliation nationale, parce que pour certains, les questions de la réconciliation sont des questions prioritaires. Pour d'autres, c'est des questions urgentes, mais pas prioritaires. Pour vous, ces questions sont urgentes ou prioritaires, ou bien les deux à la fois? Si elle est urgente, c'est qu'elle est prioritaire. Parce que, également, comme je vous l'ai dit tantôt, on ne peut pas développer un pays dans un pays où il y a des fissures politiques, où il y a des fissures au niveau du secteur économique, où il y a des fissures dans l'administration publique. On se regarde en chaîne faïence, où on passe tout le temps à affecter des hommes de qualité d'un service à l'autre, parce qu'on veut prendre les militants de son parti. Avec Edi Kombolgo, tout cela s'arrête. On n'emploiera les gens que par la qualité et leur expérience, et leur savoir-faire. Nous préconisons la réconciliation parce que depuis les années 60, il y a des incompréhensions. Il y a eu des bagarres. Les uns sont, et les autres sont restés avec le cœur gros. Nous avons eu, dans les années 99, une réconciliation. On devait aller jusqu'au bout. Ce n'est pas aller jusqu'au bout. Peut-être ceci justifie cela, mais nous voulons cette fois-ci une réconciliation où on associe les masses populaires, les OSC, on associe les partis politiques, on associe les provinces, c'est-à-dire avec les communes qui donnent leur avis. On associe également l'ensemble des villes et des campagnes, toutes les institutions les plus représentatives,
afin que l'on puisse se parler, se dire la vérité. S'il faut dédommager un certain homme, prendre les dispositions nécessaires pour le dédommager, afin que l'on se regarde en frères et sœurs, unis pour une nation, parce que nous devons construire une nation unie, une nation forte, qui mette l'accent sur son développement pour le bien-être des Burkinabés. D'accord. Et dans cette démarche vers la réconciliation, alors selon ce qui est contenu dans votre programme, vous prévoyez la mise en place d'une commission vérité, justice, réparation et réconciliation. Est-ce que dans cette quête de vérité, justice, réparation et réconciliation, vous êtes prêt à ce que vos mentors et exilés politiques soient présentés à la justice? Qui est-ce que vous appelez mon mentor? Mais Blaise Compaoré. Blaise Compaoré est un président d'honneur. Et vous vous revendiquez héritier de Blaise Compaoré? Le CDP a été créé par Blaise Compaoré. Tout à fait. Le mentor de Edi Komwego, c'est Edi Komwego lui-même. Notez cela pour le bon. Blaise Compaoré était une référence pour moi. Un homme que je respecte, qui s'est donné, qui a donné plus de 27 ans de sa vie à servir le pays, au risque de sa vie, qui à un moment donné n'a pas été compris, que je respecte. Mais j'ai vu ce qu'il a apporté au Burkina Faso. C'est une bonne chose pour les Burkinabés. J'écoute ses conseils avisés. Je garde ma personnalité. Notez-le pour le bon. Pour ce qui concerne cette réconciliation, nous souhaitons que tout le monde soit là, y compris les exilés. Vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un d'avoir gouverné votre pays pendant 27 ans, et le mettre en exil et savoir la vérité. Est-ce qu'il est même empêché de rentrer? Mais puisqu'il est exilé, est-ce que vous pensez qu'on s'inflige, une personne peut s'infliger l'exil? Mais dans vos rangs, il y en a qui avaient franchi la frontière, qui sont là. Regardez dans le livre, personne ne s'inflige l'exil politique. C'est écrit, noir sur blanc. C'est de dire qu'une personne ne peut pas se lever comme ça. Je dis, je m'exile alors qu'on aime son pays, on gouverne, on veut amener son pays à se développer et aller vivre à l'exil. On s'exile. Ce sont des exilés politiques. La preuve est que jusqu'à présent, ils ne sont pas jugés, ils ne sont pas condamnés. Mais on ne prend pas les dispositions pour qu'ils rentrent. Vous avez écouté le président en exercice. Il est allé à Ziaré pour dire que s'il est réélu, il prendra les dispositions pour que l'ancien chef d'État, ce qu'il reconnaît quand même, puisse rentrer dans des conditions apaisées. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi pendant les 5 années passées, il ne l'a pas fait? C'est une offre politique qu'il fait aujourd'hui, à la veille des élections, parce qu'il n'a pas de bilan. Son PNDS est mort et parti comme son concepteur, l'ancien Premier ministre Paul Kabachiba, et il n'a plus rien à présenter pour dire pendant 5 ans, voilà ce que j'ai pu apporter au Burkina. Et donc pour négocier la loi et les votes des Burkinabés, il vient, maintenant il se rappelle que Blaise Compaoré est un ancien chef d'État et donc il prendra les dispositions. C'est tant mieux, nous sommes preneurs. Mais nous avons demandé aux Burkinabés de ne pas le voter parce que d'abord il a refusé l'offre de Blaise Compaoré par 2 fois de suite. Il en a pris acte des lettres sans en tenir compte, laissant son peuple dans le désarroi et dans la misère. Or, ce sont des camarades qui sont plus proches de Blaise Compaoré, même que moi, puisqu'il a été son collaborateur depuis des décennies. Et de ce fait-là, je pense que c'est mon aîné, et je les interpelle, de laisser quelqu'un d'autre, celui qui sera élu. Et nous pensons que ce sera nous, les ramener autour de la même table pour se dire les 4 vérités, se pardonner mutuellement, afin que nous puissions Vous êtes donc disposé, pour tous ceux qui ont des questions à résoudre avec la justice, à ce que la justice soit dite. Cela ne vous dérange pas? La justice, c'est la justice. Mais seulement ce que nous constatons, c'est que la justice que nous avons héritée est une justice qui a ses procédures. J'ai été enseignant pendant 20 ans à l'université et pendant 18 ans à l'UFR de droit. Donc je connais les procédures judiciaires et surtout en matière pénale. Ça prend du temps, ça demande des preuves parfois écrites. Les preuves, ce n'est pas quelqu'un qui vient dire oui, il a fait ci, il a fait ça, comme certains OSC que l'on a manipulés à l'époque. Mais lorsqu'on leur demande d'apporter les preuves, ça, on ne trouve pas. Vous avez le cas du dossier Thomas Sankara, du dossier Norbert Zongo, qui traîne
en justice. Je ne crois pas que les juges ne veulent pas juger. Si les juges ne voulaient pas juger, peut-être on va dire, au moment où le CDP était là, on l'a empêché de juger. Mais le CDP est parti depuis 6 ans. Une transition est venue, n'a pas arrivé. 5 ans de gouvernance de ceux qui sont là actuellement, mais on n'a pas trouvé de justice. C'est pourquoi nous avons préconisé dans notre offre politique que nous nous inspirions de ce que le HCRUM également a proposé, de nos racines, de nos valeurs culturelles, pour se parler, pour se dire, pour nous dire la vérité. La justice classique est inadaptée? La justice classique semble inadaptée, puisque vous attendez depuis plus de 20 ans sur certains dossiers, et on ne trouve toujours pas la solution. Vous oubliez que le non-lieu, c'était en 2006, c'est en la faveur de l'insurrection que le dossier Norbert Zongo, par exemple, a été rouvert. Et je fais la parenthèse pour les exilés dont vous parlez, mais dans vos rangs, il y a un qui est rentré de la Côte d'Ivoire qui bat campagne, il est là, il n'y a pas de problème. Pourquoi les autres ne rentrent pas? Est-ce qu'ils veulent vraiment rentrer? Écoutez, il faut le leur demander. Celui qui est rentré, qu'est-ce qu'on lui a reproché? Il n'était pas là, il était déjà en Côte d'Ivoire. Voyez-vous? Et ceux qui sont sortis, ceux qui étaient au Burkina et qui sont sortis. Vous voulez parler de Justin Koutaba? Justin Koutaba a refusé d'entrer sous la transition parce qu'il était en poste en ambassade, il y est resté. Mais après, il y en a qui ont rejoint Justin Koutaba à Abidjan qui ne sont pas rentrés. D'autres même ont eu raison de leur dossier devant la justice. Par exemple, le ministère Kabore a eu raison devant la justice. Ils ont été menacés. Donc le cadavre Tchaouli n'a pas été chassé, menacé non plus. Le cadavre Tchao, en tant que Premier ministre, a été mis en exil. Il est revenu, il a fait face à la justice. Et voyez-vous, qui l'avait mis en exil? Ceux qui ont souhaité qu'il se mette en exil. Aujourd'hui, je vous dis pourquoi aujourd'hui je vais le faire revenir. Pourquoi le chef de l'État dit il va le faire revenir. Il faut le faire revenir. Il sait qu'il y a des conditions qu'il faut prendre pour qu'il revienne d'une manière apaisée. Il faut se dire la vérité. Ici, vous voulez tergiverser inutilement. Ils peuvent revenir, s'ils doivent revenir, des conditions doivent être prises et organisées. Et c'est ce que nous allons faire si nous sommes élus. D'accord. Alors Bernard Bougma, on va aborder un autre aspect. Il s'agit donc des inégalités sociales. Vous les avez abordées tout à l'heure. Les inégalités au sein des fonctionnaires, les inégalités entre différentes couches de la société. Comment est-ce que vous comptez résoudre cette question? Il faut faire le point. Ces inégalités, des inégalités qui sont issues de notre propre culture. Lorsque vous prenez la femme et l'homme, dans certaines cultures, nous avons des tares qu'il faut corriger. Depuis les années 80, le président Thomas Sankara en a parlé. Nous avons eu des acquis. Il faut poursuivre l'effort pour que nous voyions la femme et l'homme comme étant des êtres humains tout court et qu'ils puissent avoir des fonctions de la même manière. Vous savez, moi, j'ai travaillé beaucoup dans le secteur minier. J'ai vu des femmes conduire les gros engins, les dampeurs. On se disait non, ça ce n'est pas un boulot de femme. Nous avons vu des femmes ingénieurs monter en jean sur des toits, construire des maisons, des immeubles. On disait non, ce n'était pas le boulot des femmes. Ce n'est pas vrai. La femme est capable de faire aussi bien ce que l'homme fait. Mais parfois, il faut faire attention. Il y a la trajectoire sociale que l'on prend, qui n'est pas bien. Parfois, il y a certaines fonctions qui vous réduisent parfois à un certain niveau de revenu. Vous avez choisi d'être journaliste. Ça veut dire tout simplement, et d'être employé dans les sociétés. Vous, par exemple, à la RTB, et vous, dans une structure privée, vous avez un peu plus de chances de gagner un peu plus qu'elle, parce que vous êtes dans le privé. Oui, parce que dans le privé, on stimule les uns les autres à travailler pour gagner. Ici, nous avons une grille, dans RTB, on a une grille de fonctionnaires, et puis bon, on tente de sortir. Mais rassurez-vous, ici aussi on stimule les uns les autres attendez, pour avoir de bons résultats et puis pour gagner également. Je vous défends,
si vous ne voulez pas qu'on vous défende, pour que vous gagnez demain, vous ne pouvez pas régler les inégalités. Je veux vous rassurer également qu'on fait ce qu'on peut ici. Non, voilà. Vous n'êtes pas l'avocat de la TNB. Je vous le demande, acceptez, parce que vos collaborateurs vont vous reprocher. Et dit comment vous voulez dire la vérité, écoutez au moins avant de mettre sur la défensive. Non, je ne suis pas sur la défensive, rassurez-moi. Je vous prends des exemples. Moi, des exemples que j'ai vécu. En 1999, mon épouse sort médecin. Elle est affectée dans une province avec un salaire de 110 000 francs. La même avec Bac plus 8. La même année, sa jeune sœur sort avec Bac plus 2. Elle était en gestion commerciale. Elle est employée par une société internationale qui s'appelait BATL à l'époque, qui vendait des cigarettes. Elle est payée à 600 000. Entre une dame qui s'est sacrifiée, qui a fait Bac plus 6, sortie de médecin, pour soigner et sauver des vies. Et une qui vend des cigarettes, qui empoisonne le corps humain, les vies, et gagne un peu plus que elle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, la vie, ce que j'ai pu faire, je lui ai dit, démissionne de la fonction publique et dis-moi ce que tu peux me faire. Et je vais faire la pédiatrie. Elle a fait 4 ans de plus, donc Bac plus 12. Et qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Je veux créer une clinique pédiatrique. Eh bien, tiens, voyez-vous, quand on veut créer une clinique pédiatrique, moi, en tant que mari, si je n'ai pas dans la tête qui me soigne, nous avons créé une polyclinique pour qu'aujourd'hui, ça soit le fleuron au Burkina Faso. Je ne donne pas le nom de la clinique, mais pour vous dire, et pour terminer mon histoire, c'est que sa jeune sœur, ayant perdu un emploi, est allée chercher l'employeur. Elle se retrouve à la clinique aujourd'hui comme employée de mon épouse. C'est avec le temps que l'on peut corriger cela. Donc il faut faire une analyse de la société, de l'organisation, de l'économie et faire en sorte que les revenus soient conséquents et que tout le monde puisse gagner sa vie. En matière d'inégalité également, vous l'avez dit. Si vous choisissez d'être un agriculteur, vous n'êtes pas soutenu. Vous ne cultivez que le mil et que vous n'avez que des revenus très bas. Et c'est la plupart, et la majorité des Burkinabés. Donc il faut une politique agricole qui puisse augmenter le rendement et la rentabilité pour qu'ils puissent vendre et réduire Je pense d'ailleurs que c'est une belle transition parce que la rubrique suivante c'était les questions de développement, les questions économiques. Votre question rite sur les inégalités sociales ouvre d'ailleurs la brèche, c'est une belle transition pour parler d'économie, pour parler de développement. Au Burkina Faso aussi, ce sont les questions de relance économique. Quel levier faut-il activer? Quel est le levier principal d'abord qu'il faut actionner? Quelle est l'offre du candidat Idi Kombolgo en matière de relance économique? Et vous allez commencer par quoi pour asseoir des bases véritables d'un vrai développement au niveau du Burkina Faso? D'abord, il y a le privé et il y a le public. Au niveau du privé, nous allons mettre l'accent sur la mécanisation dans le domaine de l'exploitation minière. Je vous ai dit tantôt qu'au Burkina Faso, dans les 4 coins résident, on a beaucoup d'or. Fort heureusement, jusqu'à présent, on n'a même pas exploité 1% des ressources en or du Burkina, avec 17 mines, dont 14 sont réellement fonctionnelles. Nous avons un peu partout des orpailleurs qui, au risque de leur vie, utilisent des moyens archaïques pour exploiter l'or, pour gagner un tant soit peu un revenu. Nous avons dit que nous allons les organiser en groupe de 10, 20, 30 pour semi-mécaniser. Nous avons dit leur outil de production. Et cela, au bout de 2-3 ans, la semi-mécanique pourrait aller vers la semi-industrialisation. Au lieu d'aller chasser les orpailleurs partout parce qu'ils détruisent l'environnement, nous avons un fonds de réhabilitation de l'environnement que les mines reversent. Jusqu'à présent, aucun sou n'est sorti. Il semble que ça dépasse 12 milliards aujourd'hui. Donc, nous pouvons nous organiser mieux que cela. L'ANEMAS qui est là, qui ne fait que légiférer, qui achète l'or des orpailleurs pour revendre à l'extérieur, a peut-être tort. Il faut remettre l'ANEMAS dans les mains des orpailleurs. Pouvez-vous comprendre que votre levier principal, ça va être les mines? Je l'ai dit, j'en arrive. Je vous ai abordé un dossier. C'est là je suis parti du domaine privé. Il y a les mines, déjà. C'est pour avoir des recettes. Si nous arrivons à exploiter beaucoup de mines,
nous allons avoir des recettes fiscales assez conséquentes. Nous allons avoir des revenus parce que ça emploie une bonne majorité, plus d'1 million de personnes sont dans leur paillage. Voyez-vous? Et si on a des revenus et des recettes directes, nous allons pouvoir prélever des recettes directes pour l'État. Nous allons donner des recettes économiques pour tous ceux qui travaillent, mais en organisant le travail. Et pas aujourd'hui on gagne, demain on perd, et ainsi de suite. En réorganisant l'ANIMAS et la structure de contrôle, ils seront leur propre autocontrôle sous la supervision du ministère en charge des mines. C'est pour vous dire réellement que nous pouvons mieux nous organiser sur ce domaine. Et j'ai dit que l'or qu'ils vont exploiter sera acheté par l'État. Et on ne va pas revendre. Nous allons stocker pour les générations futures. Voilà un pays qui vit, qui ne pense pas aux générations futures. Et vous savez pourquoi? Je l'ai dit, l'or coûtait 1500 francs dans les années 80. 1500 francs, on achetait un poulet, une boisson. Aujourd'hui, le même gramme d'or qui coûtait 1500 coûte aujourd'hui entre 30 000 et 35 000. Et les 1500 que nous avions dans les années 80, on ne peut même pas acheter un poulet, encore moins s'offrir une bière. Ça veut dire tout simplement que si nous voulons avancer, notre monnaie se déprécie et économiquement, l'or prend de la valeur. Comment peut-on exploiter l'or et exporter toutes les quantités en disant nous voulons développer le pays? Et je ne sais pas, il faut penser aux générations futures. Mais si nous stockons l'or, économiquement, nous serons forts. Parce que l'or constitue une garantie pour gérer une monnaie. L'or constitue une garantie pour lever le financement. L'or constitue tout dans un pays. C'est pourquoi nous allons mettre l'accent sur ça. Ensuite, il y a les opérateurs économiques, l'industrialisation. Nous avons 15 millions de motos. Il n'y a aucune unité industrielle dans les motos. Nous n'avons pas de formation conséquente. Cela passe d'abord par une formation. Regardez l'ensemble de l'enseignement. C'est pourquoi nous avons parlé de capital humain. Revaloriser le capital humain, reformer. Nous avons une école à 95, 90 ou 98% généraliste. Nous avons dit que nous allons reformer ça pour amener le niveau à 50% d'écoles techniques, collèges et lycées, professionnalisant. De sorte que lorsqu'on sort de cette école, on puisse avoir un emploi. Notre économie évolue et nous n'avons pas une formation adaptée aux besoins économiques. Et pour un simple exemple encore, puisque vous voulez qu'on en parle, nous avions formé dans les années 80 des mécaniciens qui enseignaient au CET ici. Lorsque les mines sont arrivées dans les années 2000, on a demandé des mécaniciens généraux. Ils avaient 150 000 francs de salaire. Aujourd'hui, ils gagnent entre 1 500 000 et 2 millions. Voyez-vous, regardez le niveau dans lequel on est. Nous n'avons pas une école de bâtiment, nous n'avons pas une école de peinture, de toiture, nous n'avons pas une école pour poser des tuyauteries. L'ONEA, tous les millions de mètres linéaires de l'ONEA sont posés par des gens qui ont appris sur le tas. Est-ce qu'ils ont bien enfoui les tuyaux? Et si dans la production de l'eau potable dont on parle, difficilement qu'on produit, on en perd 10%, ça ressort dans le coût, dans le prix de vente, eh bien on ne peut pas connaître le développement de cette manière. Donc il y a l'industrialisation dans le domaine mécanique, mais il y a l'industrialisation dans le domaine agroalimentaire. Nous avions le coton, nous faisons que les fibres, nous ne transformons pas le coton. Le gouvernement en place actuellement avait promis de relancer la société minière, la société de paille, de Koudou, jusqu'à présent, c'est resté lettre morte. Nous ne pouvons pas continuer à exporter nos matières premières et vouloir réduire l'emploi, réduire le chômage et développer notre économie. Il faut, c'est un impératif que ces unités industrielles puissent s'ouvrir et que l'on puisse travailler. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur l'industrialisation. Donc agroalimentaire, industriel et minier. Donc, et ensuite, parlant des investissements de l'État, nous allons relancer des grands chantiers comme les chantiers des routes. Nous avons choisi de faire notre campagne provinciale
même si les gens se regroupent à lieu de campagnes régionaux, pas comme les autres, nous avons fait des campagnes provinciales. Nous allons dans toutes les provinces, sauf celles où on a dit qu'il y a pour des raisons de sécurité. Nous avons vu qu'il y a encore des chefs-lieux de province qui ne sont pas désenclavés et qui sont des greniers, par exemple dans les Bawa, par exemple à Batié, céréaliers. Il faut les désenclaver par du bitume. Nous allons bitumer tout cela. Nous allons lancer le grand chantier d'autoroute Ouagadougou, frontière Côte d'Ivoire, pour pouvoir augmenter le service de transport. Nous allons, je termine, parce que par le domaine économique, toucher avec notre partenaire classique, de revoir les rails. Vous savez, aujourd'hui, les rails du train sont d'un écart de 90 cm. Ce sont les rails des années 40-50. Nous avons aussi une convention pour les ramener à indice. Ce sont les écarts de train des années 60-70. Aujourd'hui, la norme est à 1,43,5. C'est-à-dire la norme internationale pour avoir des trains à grande vitesse. Pourquoi nous n'allons pas directement à 1,43,5? Il faut rediscuter. Et si c'est sur le potentiel, nous avons le potentiel. Rien qu'en revoyant cela, nous avons les fonds pour financer ça au bout de 20, 25, 50 ans. Pourquoi? Parce que si nous arrivons à retoucher les rails et en les ramenant à la frontière Niger, nous allons forcément passer par Tambao. Tambao, nous avons un gîte de manganèse qui peut rapporter $1 milliard direct à l'État burkinabé. Je ne parle pas de ressources, si vous appelez des recettes directes, ça veut dire que multiplié par 3 pour les ressources, les recettes pour la nation. Ce qu'on peut dégager également. Ça veut dire 1500 milliards de francs CFA. Donc, c'est 1 milliard de recettes directes, ça veut dire plus de 500 milliards de recettes directes pour l'État. C'est par cela que l'on peut développer. Et comme vous savez que ça passe par le Sahel, on pourrait maintenant sécuriser la zone et mettre les recherches sur les indices de pétrole, d'uranium et des autres ressources minières. Et comme vous parlez d'eau potable, là-bas, il y a ce qu'on appelle la nappe souterraine, qu'on a qualifié, appelé le forage Christine. Si nous arrivons à exploiter ce forage Christine, ça peut alimenter le Burkina sans qu'on ait attiré une seule goutte d'eau de nos rivières. Également, ça pourrait servir au Mali et au Niger. Tout cela, ça fait partie de notre programme politique. Et il faut commencer. Nous ne disons pas qu'au bout de 5 ans, nous allons aboutir. Mais faisons ce que nous pouvons faire pour que les générations futures puissent poursuivre et en fait donner le développement réel à nos populations. D'accord. Alors vous parlez donc d'investissement public et aussi de mise à profit des bénéfices des mines. Quelles sera donc vos relations avec les investisseurs privés? Comment est-ce que vous comptez les mettre à contribution? Vous savez, je suis expert comptable. Il n'y a pas cette mine au Burkina où je ne suis pas passé. Nous sommes en relation. C'est pourquoi on est parfois... quand j'étais à l'Assemblée nationale, même pour mettre l'impôt, la contribution pour le développement local, pour prélever, il a fallu que l'on discute, que l'on les rassure. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons pu mettre un prélèvement sur les recettes des mines afin de développer les localités où on exploite l'or. Et ça pourrait également développer les villes, et les grandes villes, si nous savons nous organiser. Et ça développe d'autres secteurs. Sur ces aspects-là, je suis confiant. Parce que c'est ce que j'ai pu faire pendant mes 25 ans d'expérience en expertise comptable. Il y a également un besoin qui se pose, il s'agit de l'offre énergétique. Comment est-ce que vous comptez améliorer cette offre? C'est vrai, il y a l'énergie. Nous avons dit dans notre programme que nous allons augmenter, nous allons doubler la capacité en énergie solaire. Nous avons un soleil apparent. Nous n'avons aucune unité industrielle. Aucune. Nous importons tout ce qui est plaques solaires, tout ce qui est matériaux pour l'énergie. Ne pensez-vous pas qu'il est nécessaire que l'on mette une vraie unité pour fabriquer tout cela? Il y a déjà une usine qui est... Oui, une petite usine. Ce n'est pas ma vision. Je ne vois pas petit, moi je vois grand. Il faut que ça soit grand pour alimenter. Je dis que si je suis élu, toutes les communes rurales seront désenclavées.
et nous passerons au village. Il n'y a pas que l'énergie thermique ou l'énergie importée de Côte d'Ivoire ou du Ghana. Il faut donc que nous créions. L'avantage de produire, c'est que nous employons des jeunes de chez nous. On crée une valeur ajoutée qui forme notre produit national brut, notre produit intérieur brut et qui rééquilibre les agrégats macroéconomiques au lieu de toujours importer. C'est là où nous mettons le nœud. L'aspect énergie, nous y pensons parce que vous ne pouvez pas construire des unités industrielles sans énergie réelle. Donc il faut cela. Nous avons soutenu une société qui s'appelle ESACAN pour qu'elle puisse faire par l'énergie solaire, mettre une unité d'énergie solaire. Une autre est en train de le faire. Nous les amenons à se dire, mais écoutez, si tout le monde pense à l'énergie solaire, pourquoi nous ne mettrons pas les forces ensemble pour avoir une vraie unité pour occuper, ne serait-ce qu'en installant quelques zones dans le Sahel. Il y a des centrales également qui sont en train de dans plusieurs autres localités. Ce sont les petites, nous voulons une grande dans le Sahel pour sécuriser. Si vous mettez une unité d'énergie solaire dans le Sahel, aucun groupe armé ne viendra puisqu'on va prendre les précautions pour aller sécuriser la zone. D'accord. Alors, nous poursuivons cette émission Un candidat, un programme. Ruth, nous allons évoluer. Et cette fois-ci, nous allons parler de politique, de bonne gouvernance, parce que quand on vous entend, c'est un programme ambitieux que vous voulez dérouler pour le Burkina Faso, mais à côté, c'est la politique de gestion, donc pour garantir une saine gestion de ces ressources-là, et puis les capacités de mobilisation aussi de ces ressources. Mais avant de répondre à la question liée à la bonne gouvernance, votre programme se chiffre à combien? Se budgétise à combien? Nous ne sommes pas du genre à dire c'est 2 ou 3 francs. Pour certains qui ont dit c'est 18 000 milliards que nous sommes allés mobiliser. Vous êtes à combien? Et puis au bout du compte, on ne se retrouve pas même pas à 2 000 milliards. Non, ça veut dire que chaque projet et chaque programme va avec notre capacité de mobilisation. Vous n'avez pas budgétisé votre programme, ou c'est budgétisé, vous ne l'avez pas dit. Que la budgétisation permet de juger également de la crédibilité et de la faisabilité. Ah non, tous ceux qui sont en train de budgétiser pour venir vous charmer pour dire j'ai 20 000 milliards, j'ai 30 000 milliards de budget, regardez, j'ai apporté, ils vous mentent. Ce n'est pas pour charmer, c'est pour savoir s'ils sont capables de le faire déjà. Je vous le dis, parce que lorsque vous dites que vous allez construire une route, il faut avoir déjà fait l'étude. Demandez-leur s'ils ont fait les études de faisabilité. Si vous dites que vous allez exploiter ou faire un barrage, il faut avoir fait l'étude, évaluer. Ce ne sont pas des biens que l'on va acheter au marché. Ils nous font rire parce que je sens que ce ne sont pas des économistes, ce ne sont pas des financiers. D'accord, les chiffres et les sources de financement. Je vous dis que je ferai les recettes me permettant de réaliser tout ce que je vous ai dit. C'est ça. C'est ma profession. Alors, sur tous ceux qui avancent des montants sans savoir déjà ce que ça vaut. La route rien qu'en prenant la route qui passe devant l'hôpital, ça fait combien de temps? 5 ans qu'on n'a pas terminé, parce que tout simplement, la route a été sous-évaluée. Et quand l'entrepreneur devant un avenant dit ah non, tu l'avais sous-évalué, ainsi de suite, je ne suis pas de ce genre de... D'accord. Mais sur les questions de bonne gouvernance, parce que c'est aussi l'une des difficultés de nos pays. Une bonne gouvernance, la corruption, les malversations diverses, alors qui passent aussi par la rationalisation. Nous voulons entendre le candidat du CDP sur ces questions liées à la question de bonne gouvernance. Vous avez la SELC avec des textes qui doivent être pris pour enclencher un contrôle efficace de la LCLC, mais des textes qui se font également attendre. Alors, vous avez parlé de réforme de la LCLC. Vous maintenez ou vous ne maintenez pas? Bien sûr que je vais réformer la LCLC. D'abord, il faut mettre une personne qu'il faut à la tête des institutions qu'il faut. En commençant par la LCLC. Un constitutionnaliste se retrouve devant une structure de contrôle de l'État. Voyez-vous, ils sont là pour se faire des cadeaux. Cela ne se fait pas dans l'intérêt du peuple burkinabé. J'ai dit à Ibriga directement et sans embâche, ta place n'est pas là-bas. Il faut aller ailleurs. Oui, alors comment est-ce que vous avez réformé la SELC? Vous voyez, la LCE fait un contrôle a posteriori. Toute la gouvernance que nous avons, ce sont des contrôles a posteriori. Il faut inverser les choses. Il ne faut pas attendre le détournement pour aller dénoncer. Ça ne sert à rien. Nous sommes focus résultat. Pour être focus résultat, il faut mettre l'accent sur le contrôle a priori. Comment construire tel ouvrage? Quels sont les contrôles de début? À chaque fois que l'on pose les actes,
et dans le temps ce que ça a été prévu. Tout ouvrage a une étude. Est-ce qu'on respecte les délais? Est-ce qu'on respecte les caractéristiques et les normes de construction? Vous ne laissez pas tout finir et on va se rendre compte que la route qui a été faite par le ministre Bougma, qui se dégrade à la prochaine saison pluvieuse, en réalité a été une mauvaise route, et d'ailleurs ils ont profité s'enrichir pour préparer la campagne de leur président 2020. Cela n'est pas bien. Donc, un expert comptable que je suis mettra l'accent dans l'administration sur le contrôle a priori. Si vous avez le contrôle a priori, vous garantissez l'exécution des ouvrages, vous garantissez l'exécution des marchés et au profit de notre administration, au profit de nos populations. C'est pourquoi la LCE va changer forcément. Et je vais amener une bonne réforme et surtout nommer des hommes capables de le faire. Et laisser également la justice faire son travail. Et ça va alléger même la tâche de la justice, parce que si l'ouvrage est bien fait et dans les délais, il n'y a pas de raison que l'on aille accuser telle ou telle personne d'avoir détourné tel ou tel fonds. La corruption, comme je dis, la corruption, c'est corruption zéro sous Edi Komboïgo. Corruption zéro, pourquoi? Parce que nous allons faire un appel public. Un appel public et les uns et les autres améliorer tout le circuit de passation de marché. Nous éviterons les marchés gré à gré, les marchés, les PPP, ça se négocie également, mais publiquement. Il faudrait que les uns et les autres comprennent que lorsqu'on vient à COSIAM ou à la gouvernance, on vient pour servir et non se servir. Et c'est ce que je viendrai apporter au Burkina Faso. D'accord. Alors, vous parlez également dans votre programme politique de certaines réformes. À la limite, on a senti en tout cas une remise en cause du multipartisme intégral. Est-ce qu'il faut s'attendre quand Edi Komboïgo sera au pouvoir, si Edi Komboïgo est au pouvoir, à ce que le nombre de partis politiques soit revu en tout cas à la baisse? Non, naturellement, vous regardez, nous avons plus de 200 partis politiques. Qu'est-ce qui nous oppose autant pour qu'on ait 200 partis politiques? Quand vous allez dans une ville, vous avez Ouagadougou législatif, malgré le fait qu'on ait, certains n'aient pas pu respecter les conditionnalités pour être candidat, nous avons plus de 80 partis politiques. Si ce n'est pas une question de personnes. Et comment les raisons vous allez y prendre? Non, il faudrait que les uns et les autres viennent dans les grands partis. Ils se battent. Un parti, même les États-Unis, nous sommes qu'à 2 grands partis. Pays comme la France et ailleurs, les partis se comptent au bout des doigts. La question c'est comment? Mais avec la liberté, en leur laissant, leur disant, voilà comment il faut aller. Voyez-vous ce que vous avez fait comme résultat en 2020. Si vous continuez seul, il n'y a pas de chance de prospérer. Mieux vaut, en dialoguant, mieux vaut vous regrouper en les poussant, en les soutenant dans les regroupements, plutôt que de laisser seul chacun un candidat. Je crois il y a la liberté d'association. Il y a des partis ici des OSC qui ont abandonné même leur ville et qui sont à Bobo. Ils ne représentent rien. Mais je crois que l'issue du vote dira comment il faut mieux s'organiser. Alors Bernard, on va y aller avec le domaine culturel et touristique parce qu'on est assez pris par le temps. Alors comment est-ce que vous comptez impulser une certaine dynamique à ce domaine-là? Oui, quand je regarde le Burkina Faso, qu'on a donné pour être la capitale du cinéma, quand je vois les efforts qui ont été faits pour que nous ayons le CIAO, les semaines nationales de culture, on ne capitalise pas ce que nous faisons. Rien n'est capitalisé. C'est comme si on attendait entre 2 événements, c'est l'attentisme. Il faudrait que l'homme de culture puisse vivre de son art. Je suis contre ceux qui gouvernent aujourd'hui pour dire aux musiciens, écoutez, c'est pas de ma faute, si ça ne marche pas, allez faire autre chose. C'est triste. Ouais, c'est même honteux. Pour le ministre de la Culture, nous allons dire que nous allons créer, lorsque nous serons au pouvoir, une instance qui couvre l'aspect culturel, que les acteurs de la culture même
que ça soit... Dans la discussion, vous avez dit que ça soit présentiel. Je ne souhaite pas que ça soit présentiel, que ça soit lié à ma personne. Je voudrais que les acteurs et ceux qui pensent développement culture puissent mettre leur savoir-faire au service de la culture au Burkina Faso. Donc il faut donner l'outil de la production culturelle aux mains des acteurs de la production, qu'ils puissent administrer, orienter et gérer. Et c'est de un conseil national de la culture, par exemple, que nous allons mettre en place. Ils puissent orienter, administrer et gérer leur structure. Et ce conseil national soit rattaché au ministère ou à la présidence? Non, qu'il soit, c'est ce que je dis, je ne souhaite pas que ça soit rattaché à la présidence. Je veux que ce soit une institution autonome et que l'on puisse, tous les acteurs de la culture puissent apporter leur savoir et leur savoir-faire. Il faudrait qu'au bout de nos mandats, un musicien, un artiste de tout genre puisse vivre de son œuvre. Ailleurs, c'est une industrie, la culture. Cette industrie-là est laissée à bon compte au Burkina Faso. La culture et le sport sont pratiquement liés. Oui. Alors, c'est vrai qu'il nous reste que quelques minutes. Alors, la politique de sport du candidat et du Comboirgo, nous voulons avoir une idée de son contenu. Oui, mais quand on pense toujours au sport roi, qui est déjà très organisé. Il y a également les autres corps. Je pense que des sportifs qui ont montré un peu, vendu l'image du Burkina Faso à l'extérieur, ce n'était pas le sport, le football. Je crois qu'il faut également redonner, soutenir le sport, tous les sportifs qui exercent sur le plan national et international. Nous avons fait l'effort à l'époque de construire des stades un peu partout, mais nous n'avons pas équipé ces stades. Nous n'avons pas suffisamment formé des formateurs dans le domaine sport. Il faut encore mettre l'accent là-dessus et amener les jeunes qui veulent s'engager dans ce domaine à s'exprimer, à compétir sur le plan national pour être compétitifs sur le plan international. Nous allons les soutenir dans ce sens-là. Alors Bernard, si vous le permettez, une question que nous avons peut-être omise et qui me tient vraiment à cœur. Il s'agit donc de la politique de logement au Burkina parce que c'est un secteur qui est vraiment en difficulté. Qu'est-ce que vous proposez dans ce domaine? Surtout parce que nous avons vu, on dit 40 000 logements et que l'État va construire 40 000 logements et se retrouver avec moins de 1000 logements. La politique de logement passe la politique foncière. Qui est-ce qu'il faut loger et comment il faut financer le logement? Le logement ne peut pas se financer avec des crédits court terme. Ça c'est hors. C'est pas possible. Un logement, je vois mes étudiants qui sont devenus des experts comptables en France. J'arrive, on me dit, ah mais tiens, le fait qu'on soit devenu expert comptable nous a proposé la nationalité, on a accepté, mais immédiatement nous a donné un logement à un taux de combien? On me demande, M. Komboiga, combien? 0,5%. Nous avons des taux les plus élevés dans la sous-région. On ne parle pas monnaie, on n'avait pas pu toucher la monnaie, non, ça c'est autre chose. Les plus élevés, vous ne pouvez pas faire du social avec des taux commerciaux. 10, même le commerce général, 8, 10, 15%, c'est énorme, encore moins dans le domaine foncier. Il faut revoir l'administration des territoires, l'administration des mairies, pour que l'accès à la terre revienne à la femme, aux hommes et à tous ceux qui ont des besoins de logement. Et soutenir cela par une politique financière, sociale. Mais tout cela dépend des recettes que vous faites au niveau de l'État. Pour faire du social, il faut faire des revenus. Pour faire des revenus, il faut qu'il y ait une économie forte qui crée des richesses. Lorsque vous jetez, nous allons construire tant de maisons, alors que vous n'avez même pas de recettes et que vous n'arrivez même pas à payer les fonctionnaires à temps, ben c'est foutu. C'est pourquoi nous allons soutenir le domaine, de sorte à revoir que tout le monde ait des terrains, que ça ne soit pas des parcellages, mais l'urbanisation. Même s'il faut concentrer les gens dans les villes, il faut le faire. Voilà. Il nous reste pratiquement une minute. J'ai posé la question, c'était sur les promoteurs immobiliers qui, pour certains, il faut encadrer, d'autres, il faut couper en une seconde. En quelque temps, je vais dire cette question, je pense que ça est dans mon programme. Je vais demander au peuple burkinabé de voter Edi Komboigo, de voter le CDP. Votez Edi Komboigo, votez le CDP parce que je sais que vous avez soif de paix.
Votez du Comboirgo parce que vous savez que nous allons relancer l'économie, nous allons réduire l'emploi, nous allons vivre en bonne harmonie, en cohésion sociale. Votez du Comboirgo parce qu'il va discuter avec les syndicats, il va retrouver la cohésion sociale et l'unité nationale. Votez du Comboirgo parce que le Burkina sera bon à vivre. Je vous remercie. Merci et je passe la parole à Ruth. Bernard Bougma, merci. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Un candidat, un programme se referme ce soir. Merci de nous avoir suivis et à demain.